Il faut que les gens continuent à s'informer. Moi, je vois pas d'autre solution que de s'informer, parce que tout ce qui a été fait pour faire marcher cette propagande, ça aurait pas été possible si les médias avaient fait leur boulot. Les médias n'ont pas fait leur boulot, donc ils ont marché dans la propagande, et c'est ça qui a permis quand même que cette fausse pandémie soit quand même un succès du point de vue de Big Pharma. Malheureusement, c'est un succès. Quand il y a eu la pandémie fausse pandémie de 2009-2010, H1N1, les Français, ils s'étaient pas vaccinés à plus de 6%. Et à la suite de H1N1, moi j'avais déjà dénoncé la fausse H1N1 en 2010. J'avais fait des reportages à TF1 qui étaient passés d'ailleurs. Et il y avait eu une commission d'enquête, et il y avait la fameuse ministre qui avait vraiment présidé à tout ça, donc Madame Bachelot, pour ne pas la nommer. Elle avait été finalement témoignée devant les commissions d'enquête, et les députés lui avaient dit, mais qu'est-ce que vous regrettez? En fait, vous regrettez rien, parce que quand même, c'était un fiasco, là. A dit, écoutez, j'ai beau réfléchir, mais quand même si, il y a deux choses qu'on regrette. La première, c'est que les Français n'ont pas eu assez peur. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Premier regret. S'ils avaient eu un peu plus peur, eh ben, ils seraient allés se faire vacciner. Parce qu'évidemment, c'était très bien de se faire vacciner. Ça, c'est la première chose qu'elle regrettait. Et la deuxième chose, elle dit, écoutez, la deuxième chose que je regrette, et qu'on regrette tous, nous, c'est-à-dire nous, les dirigeants, hein, nous, c'est qu'on n'a pas assez verrouillé Internet. Et voilà. Et donc, ils ont tiré la leçon pour la fois suivante. Et là, ça a été verrouillage de l'information à mort, et c'est pas fini, puisque au Sénat, en France, ils sont en train de lancer une loi pour qu'on soit condamné si on ose critiquer un médicament ou un vaccin. Si vous dites quelque chose, eh ben vous aurez 30 000 euros d'amende, hein, faudra les sortir, et après, vous risquez la prison. Ouais, c'est 3 ans. Et c'est ça qu'ils veulent faire. Et donc, on n'est pas sorti de l'auberge, parce que tout commence par le fait de verrouiller l'information, censurer. Et la censure, c'est ce qu'il y a de pire. Lorsque la liberté de parole disparaît, c'est le totalitarisme. Ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que, en restant factuel, parce que moi, je pense que se mettre à la place de ceux qui prévoient un crime et dire c'est ça qu'il a prévu, c'est le crime. Eh il faut regarder le résultat. Donc, et remonter à partir du résultat sur quelle a été l'intention du criminel. Ce que je peux observer, c'est que ce qui arrive, quand on remonte et quand on enquête, on s'aperçoit que ça a été les étapes, les jalons ont été posés depuis très très longtemps. Et depuis la guerre, ils travaillent sur des armes biologiques. Depuis la guerre, ils travaillent, et même avant, sur les armes chimiques. Même la Première Guerre. La Première Guerre, quand ils ont fait des gaz, ça a commencé dans les tranchées. La Deuxième Guerre mondiale, les armes chimiques et les armes biologiques. Les Allemands, les SS, les nazis, mais aussi les Japonais. Ils avaient des camps exprès où ils faisaient des expériences. Ensuite, à la chute de l'Union soviétique, 91, là, les Américains ont récupéré tous les laboratoires et ils ont récupéré surtout pas mal de chercheurs. Ils les ont amenés chez eux et maintenant ils les font travailler pour eux. Ils les ont fait travailler pour eux. Donc tous ces jalons-là, maintenant on les connaît et on sait comment ils ont commencé à manipuler les virus, comment le corps est classé dans les armes biologiques. Donc il ne faut pas non plus faire semblant de ne pas savoir. Il y a des plans. Les plans, ils ont été diffusés, on sait où ils sont, on connaît les plans proposés par la fondation Rockefeller, on connaît les plans ensuite qui ont suivi avec l'université Johns Hopkins, qui est aux mains de la CIA et financée par Rockefeller, et avec la collaboration de Klaus Schwab du Forum économique mondial et de Bill Gates, fondation Bill Gates. Ces plans ont été... En plus, ils les ont publiés, donc on peut les retrouver. Et ces plans-là, quand on les regarde bien, on voit déjà
comment ils avaient prévu toutes les contre-mesures qui étaient complètement aberrantes et qui ne reposaient sur rien, aucun fondement scientifique, comme le confinement, tout ça. Quand on regarde leurs plans, on les retrouve tous, comme par hasard, y compris les intubateurs. Et maintenant, dans certains plans, comme le SPARS, il s'appelle SPARS 17, eh bien là, ils ont prévu la communication que devraient avoir les politiques quand les effets secondaires seraient trop difficiles à cacher. Et que la société civile aura déjà fait le travail que là, nous on se dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour gagner. Eux, ils ont déjà prévu qu'on a fait ce travail, qu'on a fait des vidéos avec les victimes des... qu'il y a un moment donné où il y a trop de victimes visibles, avec trop de vidéos, des familles et tout, donc là, ils ne peuvent plus nier, qu'ils ont fait semblant de faire une commission d'enquête parlementaire, donc ils ont prévu la commission d'enquête parlementaire bidon, qui aura lieu, qui a déjà commencé, et ils ont aussi prévu que dans ce cas-là, le président de la République, dans leur plan, devra venir devant les citoyens et montrer énormément de compassion. Et voilà ce qui est dit. Donc, président de la République, vous devrez montrer beaucoup de compassion, dire que vous remerciez les gens qui ont accepté le vaccin et qui se sont ainsi sacrifiés pour leur communauté. Donc, mais si vous leur dites que voilà, mais maintenant, bien sûr, il va y avoir la commission d'enquête, et bien sûr, maintenant, il faut aller de l'avant. Tout ça est prévu, c'est écrit noir sur blanc. C'est écrit Noir sur blanc. Mais où? Je vous donnerai le lien sur le site de Hopkins. Voilà. SPARS, dossier. Celui où il explique tout ça, ça s'appelle SPARS 17. Vous allez sur le site Johns Hopkins University. John Hopkins. Oui, c'est le même qui ont fait le Event 201, dont vous avez tous entendu parler. Bon, eh bien, ils en ont fait avant. Event 201, c'était en 2019. En 2018, il y en a eu un autre qui s'appelle CLEDX. Là, ils ont prévu toutes les mesures qu'ils nous ont appliquées. Parce que pendant longtemps, je me suis dit, mais d'où ils les ont sorties, ces mesures-là? Puis j'ai cherché. Et c'est il n'y a pas si longtemps que j'ai trouvé que c'était CLEDX. 2018. Mais 2017, c'est SPARS 17. Et SPARS 17, eux, ils ont prévu comment répondre à l'inquiétude de la population après les dégâts. Donc tout ça est prévu. Et ce qui est prévu en 2010 par la Fondation Rockefeller, les scénarios du futur, c'est justement tout ça. C'est-à-dire une pandémie et une solution la plus efficace. Une fausse solution. La solution la plus efficace, c'est la solution autoritaire à la chinoise. Point barre. Pour lutter contre la pandémie, bien sûr. Voilà. Donc les plans politiques, ils existent. Et ils vont continuer. Et ils ont prévu, donc l'année prochaine, de prendre la souveraineté des nations à l'OMS et que l'OMS décide des mesures en cas de pandémie et les applique directement, indépendamment de la volonté des États. Donc si les États signent le traité nouveau pandémique qui sera soumis aux États en 2024, s'ils le signent, ça veut dire qu'ils perdent la souveraineté et ils signent l'obligation d'appliquer les décisions de l'OMS dès que l'OMS le décidera. Or, il faut savoir qu'une pandémie, il y a une personne qui décide, c'est le directeur de l'OMS, qui est un ancien terroriste, voilà, qui faisait partie d'un groupe maoïste terroriste dans son pays. Eh bien, il y a qu'une, lui décide, il rencontre la personne, il n'est même pas obligé de demander l'avis de qui que ce soit, il dit, voilà, c'est une pandémie, point barre. Et là, il y a toute la machine qui se met en route.